Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau du 7info. Nous sommes bien dimanche. La rétrospective de l'actualité de la semaine, c'est ici avec deux invités ce soir. Le docteur Daouda Zouré, économiste, avec lui, il sera notamment question de l'éco, la monnaie donc, de l'espace CEDEAO. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec nous également Moussa Tal, il est juriste, il est membre du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Avec vous, il sera question justement d'un panel à venir sur cette question. Bonsoir. Bonsoir, M. Guillet. Le 7info, c'est parti. Semaine particulièrement difficile pour les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Une attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Sahel a fait 24 soldats tués. Un conseil extraordinaire de la défense s'est tenu au palais présidentiel. Un bilan réactualisé de l'attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Sahel, et il est beaucoup plus lourd. 24 militaires décédés, 7 blessés et 5 autres toujours recherchés. Il y a eu également des dégâts matériels. Ce mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État burkinabé convoque un conseil extraordinaire de défense sur la situation sécuritaire. Roch-Marc Christian Kaboré présente ses condoléances aux familles des victimes, rappelle le caractère longue haleine de la lutte et réaffirme son engagement à livrer une lutte sans merci contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile. Et dire que nous sommes de cœur, et je suis convaincu, le peuple burkinabé de cœur avec eux dans ce combat humain. Je voudrais appeler tout un chacun. C'est vrai, c'est une question qui nous touche émotionnellement, mais au-delà de l'émotion, ce qui est important, c'est que nous devons réaffirmer notre solidarité, notre accompagnement, notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce combat qu'ils mènent dans l'intérêt de notre pays et du peuple en général. C'est l'une des plus graves attaques que vient de subir l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon l'état-major général des armées burkinabé, une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants. Et la réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Il y a notamment Ablassé Ouedraogo qui demande la démission du président du Faso et de son gouvernement. Une minute de silence pour saluer la mémoire des soldats et des civils tués à Koutougou. Je vous remercie. Puis, passer la solennité, place à la politique et le temps change. Je vous dis, mesdames et messieurs, ici et maintenant, le malheur de notre pays, la malchance du Burkina Faso, c'est d'avoir aujourd'hui Roch Kaboré, chef de l'État, et Zéphirine Diabré, chef de l'opposition. Contre le chef de l'État, le président de l'EFASO, autrement, va égrener un ensemble de griefs, allant de la morosité économique à l'insécurité ambiante, en passant par l'échec de la réconciliation nationale, avant de conclure. Devant cette incapacité du gouvernement et du régime actuel à trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Burkinabés, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a lamentablement échoué. Il devrait donc se résoudre, en son âme et conscience, à tirer les conséquences et ainsi libérer le Burkina Faso et les Burkinabés en offrant tout simplement sa démission en se conformant à la Constitution en vigueur. La deuxième cible de Ablassé Ouedraogo, c'est le chef des files de l'opposition politique, Zéphirine Diabré, qu'il trouve non pas illégal, mais plutôt illégitime. Tout simplement parce que de ces 33 députés au départ, aujourd'hui, il y a 14 députés qui n'épousent pas ce que le parti fait. Nous le savons tous, le groupe parlementaire Renouveau démocratique
vote les lois, soutient le pouvoir. Alors comment Diabré lui-même peut s'asseoir et dire que je fais partie de l'opposition quand j'ai une partie de mes députés qui travaillent pour le pouvoir? Il n'a plus de légitimité. De l'illégitimité à la complicité, Ablassé Ouédraogo n'hésitera pas à franchir le pas dans ses accusations. Zéphirin Diabré œuvre à contenir l'opposition afin d'asseoir et consolider le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. CFAP gouvernement blanc bonnet blanc, semble dire le conférencier. Alors la question de l'alternative possible est posée à Ablassé Ouédraogo. Écoutez, moi je suis un homme politique. Je veux le pouvoir. Si aller au pouvoir est une alternative, Ablassé Ouédraogo est une alternative pour le Burkina Faso. Et voilà, une semaine d'actualité, c'est aussi ce chiffre qui fait froid dans le dos. On est désormais à plus de 270 000 déplacés internes au Burkina Faso. Information donnée cette semaine par le ministère en charge de l'action humanitaire. L'équation de la prise en charge donc des déplacés se complique davantage pour le gouvernement burkinabé. C'est tout le pays qui est concerné. Il n'y a pas que les partis où les attaques terroristes sont monnaie courante. Toutes les 13 régions accueillent des déplacés du fait de l'insécurité et son corollaire d'affrontements intercommunautaires. Les chiffres sont vertigineux. De près de 48 000 en décembre 2018, le nombre de déplacés est passé à plus de 270 000 7 mois plus tard. Les besoins sont plus pressants. Le gouvernement et ses partenaires annoncent un nouveau plan d'urgence. Il va coûter environ 93 milliards de francs CFA. Seulement 27 sont déjà mobilisés. L'objectif est donc bien clair. Les partenaires au développement sont appelés à la rescousse, comme en février dernier lors du lancement de l'ancien plan d'urgence. Il a d'ailleurs permis, par exemple, l'assistance alimentaire de plus de 225 000 personnes. 35 000 personnes ont reçu des tentes familiales et plus de 500 000 ont eu accès aux soins médicaux et services de santé. Alors, face à ces chiffres, si des médias sont critiques, Laurence Marchal est irritée. Parce que la peur multiplie la vision. C'est des organes comme nous. Vous allez dire 1000 personnes, celui qui voit cette image, il a un frère là-bas, ou bien lui-même il est là-bas, il dit moi je ne vais plus parce que ce n'est pas la peine. Pourtant ce n'est pas l'effet qu'il y a là, c'est des gens qui se déplacent. Et les déplacements c'est normal. Vous mettez une image comme ça sur les réseaux sociaux et vous dites le gouvernement ne fait rien. Ça enflamme tout le monde, ça révolte tout le monde. C'est normal que les gens soient révoltés de voir des parents. Personne ne peut dire à quelqu'un de ne pas bouger d'un territoire à un autre pour sauver sa vie. Et même pour rien, la circulation est autorisée au Burkina Faso. Donc, si vous relayez ça, vous ne dites rien. Et les gens sont en train de dire, oui, le gouvernement ne fait rien, et vous voyez que le gouvernement travaille. Et s'ensuit un cours magistral en journalisme. Et voilà comment le professeur d'une matinée, Laurence Marchal, souhaiterait qu'on parle de l'afflux massif de déplacés. Mais il est autorisé de dire, les régions du centre-nord enregistrent des flux massifs de personnes où on doit prendre en compte ces personnes. De venir en réponse avec nos partenaires à ces personnes. Donc c'est un exemple comme ça que je voudrais dire. Après les leçons, la ministre en charge de l'action humanitaire s'est également adressée à tous les acteurs de la chaîne de solidarité nationale enclenchée depuis quelque temps. Beaucoup qui se lèvent, ils vont donner des vivres ici, c'est bien. Mais si vous donnez quelque part où déjà nous avons donné, il n'y aura pas d'impact. Nous pouvons vous dire, vous voulez donner à tel secteur, parce que c'est là-bas nous ne sommes pas encore arrivés, c'est là-bas il y a des problèmes de ressources, et vous donnez et il y aura un impact. Le nouveau plan d'urgence lancé ce 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire comme le précédent, va au-delà de la prise en charge des déplacés. Il prend en compte les victimes des conséquences de l'insécurité, les personnes affectées par l'insécurité alimentaire, entre autres. À ce jour, 1,5 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire directe. Ils étaient 900 000 en février dernier, soit 65% d'augmentation. Sur ce plateau, Moussa Tall, juriste, il est membre du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Bonsoir. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Vous voyez déjà ces chiffres qui grimpent.
On est désormais à plus de 270 000 déplacés internes. Votre collectif est né de l'affaire du massacre de Yirgou. Là, c'est déjà des déplacés qui se trouvent au niveau déjà de Barsalagou. On voit qu'ils ont besoin du soutien de l'État. Comme on l'a dit, la situation devient de plus en plus inquiétante pour ce qui est de la prise en charge de ces déplacés. Oui, effectivement, la situation elle devient de plus en plus inquiétante au regard du chiffre que le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire a donné. Ils ont fait cas de 270 000 déplacés. Mais il faut noter que ces 270 000 déplacés sont ceux-là qui ont pu être recensés. Cela veut dire qu'il y a encore des milliers de Burkinabés qui sont encore dans les provinces, dans d'autres régions, inaccessibles malheureusement aux services de l'État, du fait donc de l'insécurité ambiante, qui n'ont pas pu être prises en compte. Et vous avez... L'ampleur est beaucoup plus importante que ça. Oui, nous pouvons l'affirmer sans crainte, l'ampleur est plus importante que ça. Mais ce qu'il convient également de relever, c'est que c'est en fait le corollaire donc, de toutes ces situations que le pays a connues en ce début d'année 2019, avec la crise de Yirgou, le drame de Yirgou qui a fait aussi plus de 200 morts. Donc c'est un effet domino. Malheureusement, les populations ont été prises à partie par les groupes armés qui écument encore cette partie du Burkina Faso. Et donc, naturellement, l'État, à travers donc, ses institutions, à travers ses services, essaye de faire son mieux pour endiguer le phénomène. Mais malheureusement, pour le moment, on n'arrive pas à contenir l'hydre terroriste. Et cette situation vient encore, je dirais, aggraver la situation sur cette question sécuritaire, parce que toutes ces populations qui ont besoin de soutien de l'État, mais qui ne voient pas venir ce soutien, c'est aussi un autre problème concret. Bien sûr, c'est un problème. Et vous savez, nous sommes en saison hivernale et généralement au Burkina Faso, la saison hivernale rime avec le paludisme. Donc, c'est des maladies comme ça qui sont aujourd'hui, les populations sont énaillées donc, par ces maladies, en plus de la faim qui les assaille également. Et elles sont inactives. Parce que des déplacés qui sont cantonnés dans un site comme une école primaire ou bien une maison de la femme n'ont aucune activité, elles n'ont aucune source de revenus. Donc ça fait qu'elles sont vraiment, les populations, je dis, elles sont dans une situation de délabrement total. De vulnérabilité, mais aussi de frustration qui peut être aussi les rendre plus vulnérables vis-à-vis des groupes justement terroristes. Naturellement, des frustrations, mais également d'indignation. Parce que si vous prenez le cas de Yirgou, par exemple, depuis janvier jusqu'à présent, c'est seulement dans ce mois d'août, en début du mois d'août, que nous avons enregistré les premières arrestations donc, des commanditaires de ce drame de Yirgou. Ça veut dire qu'on parle désormais de plus d'une dizaine d'interpellations. Oui, plus d'une dizaine d'interpellations. Malheureusement, il y a encore beaucoup qui sont en... C'est quand même un bon début, non? Parce qu'on a longtemps dénoncé le fait que la justice ne bouge pas à ce niveau. Oui, nous saluons déjà ce début d'arrestation parce que ça veut dire que les acteurs judiciaires tiennent à cœur également cette question. Ils essayent du moins à faire de leur mieux, mais il y avait suffisamment d'éléments qui bloquaient naturellement l'action donc, des autorités judiciaires et je crois que maintenant les autorités judiciaires essayent en tout cas de faire. Parce que pendant longtemps, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de protection des bourreaux, mais comme je l'ai dit, du côté de la justice, ça commence à bouger. Ce sont ces impressions que les citoyens, les victimes et tous les acteurs du domaine avaient naturellement parce qu'il y a eu des auteurs de ces crimes odieux qui ont eu à affirmer devant des caméras de télévision pour dire qu'eux, ils ont massacré telle personne, tel nombre de personnes, mais jusqu'à 6 mois, 7 mois après, il n'y avait effectivement pas eu d'arrestation. Donc la réaction était donc une sorte d'indignation. Mais aujourd'hui, quand même, les acteurs judiciaires commençaient à poser des actes. Il y a eu des arrestations, quand bien même encore le nombre est infime par rapport aux mandats d'amener qui ont été décernés, parce qu'il y a au moins 180 mandats d'amener qui ont été décernés. Et aujourd'hui, nous sommes presque à une vingtaine d'arrestations et nous pensons que c'est un début, c'est intéressant. Et je voudrais juste revenir sur la situation donc de ces déplacés, des populations déplacées internes, pour dire que en plus de cette vulnérabilité, en plus de cette
insécurité alimentaire, insécurité corporelle. Il faut dire également que ces populations aujourd'hui, le risque c'est qu'elles feront ou elles font déjà l'objet aussi d'une sorte de radicalisation parce que c'est le terreau aujourd'hui de l'extrémisme violent. Justement, c'est pour ça que je parle de vulnérabilité. Voilà, justement. le risque c'est un peu ça. Il ne faut pas que aussi des populations, des jeunes gens, par dépit, se disent de toute façon nous n'attendons rien de nos autorités étatiques, nous n'attendons rien des institutions étatiques et décident de rejoindre l'autre camp qui continue à nous endeuiller. C'est là toute l'inquiétude, Voilà. justement, Par rapport à cette question des déplacés, d'où ce gros défi pour l'État de faire en sorte que toutes ces populations qui ont besoin de protection, qui ont besoin de prise en charge, puissent être effectivement prises en charge par l'État, au risque justement de voir des velléités de rejoindre effectivement le camp des forces du mal. C'est toute l'inquiétude. Docteur, vous êtes économiste. Justement, cette situation, comme on l'a dit, plus de 270 000 déplacés internes désormais, ça suppose que c'est des gens qui ont besoin d'assistance, ça suppose que ce sont des gens qui, cette année, n'iront pas au champ, donc ne vont pas travailler. Et donc, la crainte, c'est que pour l'année prochaine, c'est ce risque qui va poser la question aussi de cette prise en charge de toutes ces personnes qui n'auront pas travaillé et donc qui n'ont pas cultivé, donc pas de céréales. Ouais, bon, il faut dire qu'en fait, cette situation vraiment qui est dramatique, que nous déplorons avec toute l'irresponsabilité de l'État autour de la question, et je ne vais pas revenir sur certaines questions, ce qui est évident, déjà, les gens, quand ils travaillaient, ils mangeaient à peine un repas par jour. Vous savez, dans nos campagnes, c'est un seul repas par jour. Maintenant, avec cette situation, c'est la famine, mais en plus, au niveau de la production agricole, ça veut dire qu'au niveau du PIB agricole, ce serait une baisse totale. Et puis en plus, conséquence, la pauvreté, qui dit la pauvreté, la multiplication même de l'insécurité, quand les gens sont faim. Vous avez plus de 5, on estime peut-être, on ne peut pas me contredire, qu'au moins, moi je pense peut-être à plus de 300 ou bien 500 000 déplacés. Bon, c'est ce qu'on l'a dit, plus de 270 000, c'est ce qui est officiellement recensé au niveau des services de l'État. 500 000, bon, donc tout ça c'est l'insécurité. Et puis bon. Il y a la production agricole qui sera impactée, mais il y a aussi l'élevage parce que ce sont des zones. Non, j'appelle ça, tout ça c'est l'agriculture, hein, tout ce qui est agriculture, qu'on sait, et puis l'élevage. Bon, toutes ces productions vraiment vont baisser. Donc, au niveau on a vu ces scènes déplorables de populations qui vendaient à vil prix leur bétail. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi, en fait, la pauvreté non seulement va s'accentuer, et l'insécurité, et puis la baisse de la croissance au niveau de l'économie. Bon, ça en soi, c'est moins grave, hein, mais surtout, c'est la pauvreté, en fait, qui va s'accentuer encore dans le pays, en plus de l'insécurité. Bon, donc, si on ne voit rien du côté de l'État déjà, il ne faut pas oublier tous ces enfants qui sont déscolarisés. Ça aussi, ça aura un impact aussi sur l'éducation. Sur l'éducation, ça c'est plus important encore, plus de, je sais pas moi, 2 millions d'enfants qui n'ont pas à l'école. L'impact encore sur le développement du pays encore sera plus grand. Donc, ça reste aujourd'hui effectivement non, une grosse équation. On ne parle pas de ça, on parle des déplacés, mais on ne parle pas des élèves qui ne partent plus à l'école. Ça, c'est plus important. Et c'est une rentrée-là qui s'annonce. On ne sait pas quoi faire justement avec tous ces enfants qui veulent aller à l'école. On a vu aussi récemment, cette semaine aussi, dans nos reportages, le maire de Barsalgo aussi, qui s'inquiétait pour ces déplacés parce que la rentrée s'annonce et il y a des déplacés qui occupent des salles de classe. Tout ça n'est pas de nature à faciliter les choses. Et véritablement, c'est une grosse équation pour l'État. Oui, c'est vraiment une grosse équation pour l'État. Nous n'avons pas le choix et l'État également n'a pas le choix que de faire face. Maintenant, c'est de trouver réellement les solutions idoines qui puissent enrayer. Et ça commence d'abord par le déploiement de moyens suffisants auprès donc, des services de sécurité pour pouvoir quand même tenter de réduire davantage le mouvement des groupes armés. Stabiliser la zone déjà, redonner confiance aux populations. Voilà, stabiliser, redonner la confiance aux populations. Parce que quand vous regardez les opérations militaires qui se mènent, c'est des opérations plus ou moins ponctuelles.
Quand vous prenez Outapoadou, vous prenez Dofou, et des opérations spéciales qui ont été menées vers Ban, Kain, après, les effectifs se déploient sur d'autres terrains. Mais quand vous prenez par exemple le Nord, il y a aussi les forces internationales qui sont engagées dans la lutte contre ce terrorisme. Donc il faut que davantage il y ait une synergie et peut-être arriver réellement à permettre au FDS d'avoir des moyens conséquents pour leur permettre d'être vraiment au niveau même de la frontière, la bande frontalière du Burkina avec les autres pays, afin donc de réduire davantage le mouvement de ces groupes armés. Parce que c'est une zone qui est, on le dit, c'est le Sahel, mais il faut dire qu'il y a aussi des zones pratiquement inhabitées, mais qui sont beaucoup boisées et qui constituent éventuellement des repères donc, pour ces groupes armés. Donc, cela suppose que les forces de défense et de sécurité puissent disposer davantage de moyens pour pouvoir donc affronter le terrain et permettre donc vraiment d'anéantir ces groupes armés. Parce que si le mouvement de ces groupes armés est confiné, s'ils sont reclus dans un territoire, dans un espace un peu plus réduit, je crois que les populations pourront vaquer à leurs occupations. C'est tout le défi donc qui attend l'État par rapport à cette question sécuritaire. Comme on l'a dit, avec cette attaque historique sur nos FDS cette semaine, 24 morts, notamment donc, dans la zone de Koudougou, dans le Sahel. Oui. Alors, sur la question, vous organisez, en tout cas je parle du collectif, oui. Vous organisez depuis votre naissance une série d'activités par rapport à ce vivre ensemble, à cette cohésion, mais aussi par rapport à la défense des victimes, des parents des victimes. Dans ce sens-là, justement, vous prévoyez une activité samedi prochain? Oui, samedi prochain, nous prévoyons organiser un panel qui est public au CBC à partir de 15h. Et ce panel a pour thème général « Justice dans un contexte d'extrémisme violent et de conflits communautaires ». Quel rôle de la communauté locale et quel mécanisme pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il sied donc d'expliquer un peu pourquoi nous avons inséré la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut dire que cette commission également, depuis cette année, a entamé des activités de visibilité au niveau des pays membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans cette optique, ils ont donné le lead au réseau Africtiviste d'organiser des activités de visibilité dans les différents pays. Donc, ils ont choisi le mois d'août pour organiser une série d'activités dans plusieurs pays. Et donc, ils ont lancé un appel à projet où le collectif a soumissionné et a été retenu par rapport donc, au terme de référence qu'il a proposé, le type d'activité qu'il a proposé. Donc, c'est en collaboration avec le réseau Africtiviste que nous allons organiser ce panel qui a donc le thème que je viens de donner. Et ce thème également est subdivisé en plusieurs sous-thèmes, c'est-à-dire nous allons mobiliser les acteurs judiciaires, nous allons également mobiliser les acteurs des droits humains pour venir ensemble discuter avec une population, ou du moins le public, mais un public cible qui est assez diversifié. Nous avons par exemple les défenseurs des droits humains, nous avons les acteurs de l'administration publique, nous avons les acteurs judiciaires, nous avons les hommes politiques, partis politiques de la majorité comme de l'opposition. Nous avons également des acteurs de la presse qui interviennent, mais en plus le public de façon générale. Donc ici, il y a des sous-thèmes que nous avons essayé de ressortir et nous les avons confiés à d'éminentes personnalités donc, de la scène judiciaire ou des droits humains afin qu'ils essayent donc de discuter avec les participants pour permettre aux populations davantage de s'imprégner des questions des droits humains, des mécanismes de défense, de protection, de promotion des droits humains et pourquoi d'ailleurs
La question, effectivement, se pose aujourd'hui avec acuité. On a vu ce rapport du MBDHP sur, effectivement, les opérations de FDS dans le Sahel, qui révèle, en tout cas, des manquements. La question, elle se pose aujourd'hui avec acuité. Comment combattre le terrorisme sans porter atteinte aux droits humains? C'est toute une problématique. Naturellement, c'est toute une problématique. On dirait que c'est une équation, mais c'est une nécessité pour un État de droit. Certains vous diront qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Oui, mais protéger les droits humains dans un contexte de terrorisme, c'est toujours pas casser des œufs. Il y a des règles, il y a ce qu'il faut respecter, il y a la manière d'engager les opérations. Et ce qu'on demande, c'est en tout cas d'avoir toujours à l'esprit la protection des personnes. C'est surtout ça. Il ne faut pas... Il se trouve que chez nous, la lutte se mène dans un contexte un peu de suspicion, de complicité entre population et groupes terroristes et tout ça. C'est ce qui rend un peu la tâche difficile au FDS. Naturellement. Mais vous savez, nous avons quand même une armée qui a plus de... Aujourd'hui, notre armée doit avoir au moins 60 ans. Les forces armées nationales... ce n'est pas aussi le premier défi auquel les forces armées nationales ont fait face. Parce que nous nous rappelons que le Burkina Faso a déjà quand même conduit ou a été entraîné dans la guerre avec un pays voisin. Mais à côté, l'armée nationale a eu à participer à des opérations de maintien de la paix dans des théâtres d'opérations encore peut-être plus difficiles. Mais là, on parle d'une guerre asymétrique où l'ennemi n'est pas aussi visible que ça. Oui, l'ennemi n'est pas visible, mais c'est-à-dire ici, ce qui est important, c'est de mettre tous les acteurs en synergie. Cette guerre, pour la gagner, de mon point de vue, même si je ne suis pas un spécialiste des questions de défense et de sécurité, c'est d'abord le renseignement. Et le renseignement, ce sont ces populations. Il faut qu'on arrive à réussir ce partenariat ou cette collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Et cette collaboration ne réussira que s'il y a une confiance minimale entre les acteurs. Ça, déjà, c'est un fait important. Et quand vous voyez un peu le tollé que l'opinion qui a suscité donc le rapport du MBDHP sur les cas de Ban et de Cain, c'est un tollé général de réprobation, mais nous disons que c'est parce que aussi, à un moment donné, peut-être que les acteurs ne sont pas suffisamment informés des mécanismes que, naturellement, ils ont adopté ces comportements, ou du moins cette réaction de réprobation. Donc, le rôle pour nous, à travers ce panel, c'est d'essayer d'expliquer, de faire comprendre un peu quels sont les mécanismes, quels sont les éléments à prendre en compte pour protéger donc les droits de l'homme en situation donc, de lutte contre l'insécurité. Et à côté, ce sont des éminentes personnalités et nous avons même invité des acteurs aussi des forces de défense et de sécurité parce que c'est un panel. Donc les forces de défense et de sécurité également pourront participer et essayer d'éclairer davantage la lanterne donc, de la population, des participants sur les difficultés qu'on enregistre dans le cadre donc, de cette lutte contre l'insécurité ambiante aujourd'hui dans notre pays. Vous parlez de la Commission africaine des droits de l'homme. C'est vrai que parfois, quand au niveau national, la justice ne semble pas faire le travail comme il se doit, on a tendance à vouloir recourir à ces institutions judiciaires supranationales, mais parfois, à ce niveau aussi, on a l'impression que ces structures n'ont pas assez de poids pour impacter effectivement l'évolution des choses au niveau des États. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit, c'est une activité de visibilité d'abord de la Commission africaine des droits de l'homme, mais également de visibilité de tous les mécanismes de protection des droits humains dans un contexte d'extrémisme violent, comme vous l'avez bien dit. C'est des institutions plus ou moins supranationales. Et leur intervention au Burkina Faso se justifie simplement par le fait que le Burkina Faso est parti quand même à un certain nombre d'accords, un certain nombre de traités, instituant donc ces instances. Et il est important
qu'à un moment donné, si au niveau national, les citoyens ne s'estiment pas satisfaits des décisions rendues par les tribunaux ou encore du manque même de décisions rendues par les tribunaux nationaux, qu'ils puissent se déporter au niveau international pour porter leurs causes, exprimer leurs besoins et qu'on puisse interpeller l'État sur ses responsabilités pour rendre donc justice à toutes les victimes des situations d'insécurité au Burkina. D'accord. C'est vrai que sur Yurgou, votre collectif, on l'entend de moins en moins. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, avec ces interpellations, vous semblez désormais plus confiant vis-à-vis de la justice ? Oui, confiant, oui. Naturellement, depuis le début, nous avions confiance en la justice, mais simplement, nous n'arrivions pas à admettre cette lenteur judiciaire qu'on a connue avec la situation donc, de Yurgou. Maintenant, il y a un début d'arrestation, mais depuis le lendemain donc, des événements de Yurgou, je crois que le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Kaya, avait déjà instruit les officiers de police judiciaire de mener des enquêtes préliminaires pour pouvoir éventuellement identifier les auteurs ou complices donc, de ces atrocités. Et maintenant qu'on a commencé à arrêter, nous sommes confiants et nous espérons qu'on pourra mettre la main sur les 180 personnes qui sont recherchées dans le cadre de ce dossier. D'accord. Donc le panel, c'est pour ce samedi, donc samedi prochain? Oui, samedi prochain à 15h au Conseil burkinabé des chargeurs. Voilà. On parle toujours de justice avec le procès du Push. Là également, les plaidoiries ont pris fin cette semaine. On s'achemine vers le verdict. Herman Yameogo et Léonce Koné sont poursuivis dans ce putsch pour leur opinion politique et rien de plus. C'est l'argument principal sur lequel les avocats de ces deux personnalités politiques ont axé leur plaidoirie. Ils estiment que dans les faits, leurs clients n'ont posé aucun acte matériel répréhensible dans ce putsch. Ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion en disant qu'ils soutiennent l'inclusion. Et maître Antoinette Ouedraogo, l'une de leurs avocats, de se demander pourquoi est-ce que ceux qui soutiennent l'exclusion ont plus de droits que ceux qui soutiennent l'inclusion. C'est d'ailleurs pourquoi elle pense que ce procès est un procès politique et demande au président du tribunal de ne pas se laisser embarquer par le parquet qui a requis 5 ans de prison avec sursis, et respectivement pour Herman Yameogo et Léonce Koné, et plaide donc pour un acquittement pur et simple de ces deux personnalités politiques. Pour leur mot de fait, Herman Yameogo et Léonce Koné restent sur leur position. Ils considèrent toujours que ce procès est un procès politique, un procès qui est basé sur des contre-vérités, selon Herman Yameogo. Tout de même, ils espèrent que le tribunal saura prendre la bonne décision en les acquittant. Il faut noter que les plaidoiries des avocats de la défense ont pris fin aujourd'hui. Le procès tire donc à sa fin après 18 mois de débats contradictoires. Le parquet réitère ses réquisitions prononcées le 17 juin dernier et demande au tribunal la déchéance des décorations pour les accusés qui seront reconnus coupables. L'audience du lundi sera réservée à l'examen des questions. Mais de quoi s'agit-il concrètement? En général, c'est la question, est-ce qu'un tel est coupable des faits qui lui sont reprochés? Si oui, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes ou bien est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? Si c'est non, bon, on en reste là. Ces questions-là doivent être répondues par l'ensemble des membres donc, du tribunal. Et maintenant, la peine sera fixée par les deux conseillers qui sont des professionnels du droit. Mais avant d'arriver à cette étape, les avocats des deux parties livrent leurs impressions à l'issue des plaidoiries. Nous voulons juste une décision qui montre que le tribunal lui-même sait concorder la vérité judiciaire avec la vérité des faits. Parce que nous savons aujourd'hui la vérité des faits. Il serait tout à fait décevant si la vérité du juge n'est pas conforme à la vérité des faits. C'est cela que nous voulons pour la justice burkinabé. Les questions majeures de droit n'ont pas trouvé de réponse. Ça, c'est vraiment déplorable.
dans un état de droit. Et je pense que mes confrères étrangers sont revenus là-dessus, la question de la récusation. C'est-à-dire qu'au Burkina, toutes les juridictions ont refusé de répondre à la question de la récusation. Et ça, c'est très grave. Tout compte fait, ces avocats ont déjà joué leur partition. La balle est désormais dans le camp du tribunal. L'audience reprend le lundi avec, comme déjà annoncé, l'examen des questions. Et voilà. Dans l'actualité, cette semaine, il y a également cette visite du ministre en charge des Transports dans le centre de traitement des immatriculations de véhicules. Sur place, Vincent Dabilgou a dû calmer les ardeurs des usagers en colère à cause des lenteurs constatées dans les guichets. Abdoulaye Banem est devant le guichet depuis 6 h du matin. À 15 h passées, il n'a toujours pas eu gain de cause dans le processus d'établissement de son permis de conduire. Il n'est pas seul à vivre ce calvaire depuis le lancement des opérations de modernisation et de sécurisation des titres de transport. Alors, s'ils ont la chance d'avoir le ministre des Transports en face, voilà ce que ça donne. Vincent Dabilgou tente de calmer les ardeurs. Calmez-vous. Il faut que vous vous calmez. J'ai compris qu'ici il y a des difficultés. Donc je veux comprendre. Paris réussi, les usagers peuvent exprimer leur ras-le-bol dans le calme. Monsieur Banem Abdoulaye, et que depuis matin on est ici et ils ne s'ouvrent pas d'abord à l'heure. Et oui, ils ne s'ouvrent pas d'abord à l'heure, un. Et deuxièmement, ils ferment à 12h30. À 12h30, ils ferment pour reprendre à 14h20. Et à 14h50, elle a fermé. Ici, ce sont des usagers qui sont en colère, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans les autres services du centre de traitement des immatriculations et des permis de conduire, c'est le ministre lui-même qui monte au créneau. L'insalubrité des lieux passe mal. Non, mais non, moi je suis responsable ici. Je vais faire tout pour que même là où je dois travailler, surtout que vous êtes une dame, vous devez faire tout pour que les gens, au moins, regardez comment c'est sale. Oui, mais d'accord, mais chaque jour, vous devez mettre en place un système qui peut permettre d'avoir un environnement de travail. Un peu plus loin, c'est le même constat. C'est ici que les documents des engins à 2 roues sont contrôlés et visés. Le cadre est désagréable. Le ministre lui donne des directives au directeur général des transports terrestres et maritimes. Voilà, regardez les pavés là. C'est créer un environnement de travail. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous avons des plaintes. C'est pour ça qu'on n'est pas satisfait de votre travail. Dans ce processus d'immatriculation des engins, un autre phénomène gangrène l'opération, la corruption. Elle est confirmée par le ministre qui annonce des mesures. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont corrompus ici dans le système. Nous allons essayer donc de détecter. Parce que j'ai mis ici en place une cellule anti-fraude pour essayer de voir comment on va travailler. Mais il y a des gens qui ont fait du bon travail. Il y a des gens aussi qui sont en liaison avec ce qu'on appelle donc les démarcheurs, les gens qui sont les coxeurs ici et qui ont créé des réseaux. C'est ça que nous voulons démasquer. En réaction à tous ces dysfonctionnements, Vincent Dabilgou entend aviser à la rencontre prévue avec le personnel. L'opération de réimmatriculation des engins va durer 3 ans, ce qui va permettre d'éliminer les goulots d'étranglement au fur et à mesure selon le ministre. D'ores et déjà, il annonce la déconcentration des services en charge de l'opération. 3 à 4 sites verront le jour à Ouagadougou. Pour l'heure, ce sont entre 400 et 500 cartes grises qui sont délivrées par jour à la DGTTM. Son directeur général crie à une surcharge des services qui accueille environ 1500 usagers par jour. Après l'affaire Servère, voici une autre affaire de viande déversée cette semaine. Du poulet d'une quantité importante, on parle de 3 tonnes, déchargées dans le quartier Nagrin. Que s'est-il exactement passé? Une de nos équipes est allée au constat. La scène attire les curieux ce mardi matin au quartier Nagrin de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Un dépotoir, de la fumée, de la viande à la merci des mouches. Selon les témoignages recueillis sur place auprès des riverains, cette viande aurait été déposée sur ces sites la veille aux environs de 17 h. Certains y ont vu une source d'approvisionnement de denrées alimentaires, comme l'atteste ce riverain. Ce matin, je passais par là.
j'ai tout fait un petit jardin tout juste à côté, je venais arroser. Maintenant, j'ai vu vraiment les enfants qui étaient là. Ils s'en servaient avec la viande. Maintenant, tout juste, je me suis retourné dire de ne pas ramasser. Bon, en ce moment, ils ramassaient des femmes qui transportaient, ils partaient de gauche à droite. Et un vieux aussi qui trimballait. Rapidement, il y a le conseiller qui est arrivé. C'est lorsque le conseiller est arrivé maintenant que nous, on a fait pour qu'ils ne reprennent plus la viande là. Et ils ont stabilisé ça comme ça. Et là, maintenant, ils ont commencé à appeler les autorités de gauche à droite. C'est ça qui a fait que vraiment les gens sont venus comme ça. Qui a donc pu laisser ici, dans cet espace, tout ce lot de viande? Et nous avons d'ailleurs appris que c'est la direction des services vétérinaires qui a procédé au dépôt et qui revenait ce matin pour l'incinération. Mais nous n'avons pas été associés et nous nous sommes tout de suite, après concertation du conseil municipal et du maire de la commune de Ouagadougou, décidé d'interrompre et de ne pas accepter la continuation de cette incinération et leur demander purement et simplement de venir enlever le dépôt parce qu'il y a des conditions qui entourent une incinération. Et nous, en tant qu'autorité de la commune, pour ne pas être associés, ou pour être associés, il faut que nous ayons une correspondance officielle, nous situant le contexte et nous garantissant les contours d'hygiène et sécuritaire. Le conseil municipal de l'arrondissement 6, en s'opposant à cette incinération sur ce site, veut donner une leçon à qui de droit. Et nous pensons que c'est d'ailleurs, ça va servir d'exemple à tous ceux qui viendront pour incinérer ou jeter de la pourriture dans cette zone. Et dès que nous apprenons, nous les arrêtons, nous allons purement et simplement demander qu'ils puissent retirer parce que la zone là c'est au cœur des habitations. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils continuent d'être traités comme un dépotoir. On apprend que 2 camions de la mairie de Ouagadougou ont procédé à l'enlèvement des 3 tonnes de chair de poulet concernées. Des éléments du service vétérinaire auraient été auditionnés par la police. Le procureur aurait lui aussi été saisi. Cette affaire intervient dans un contexte où, non loin de ce lieu, un autre cas similaire, non encore élucidé, est intervenu. On se souvient que le mardi 6 août dernier, une importante quantité de viande avait été déversée par un service traiteur dénommé Sévère dans une réserve publique à l'arrondissement 7. Une interrogation demeure. Pourquoi des aliments impropres à la consommation sont-ils déversés sur de tels sites en lieu et place des centres indiqués? Et donc la question, la réponse, on l'attend, on l'espère l'avoir dans les prochains jours. Dernier élément de ce journal, nous sommes avec le docteur Daouda Zouri, encore une fois, bonsoir. Avec vous, nous parlons de l'éco, la future monnaie de l'Afrique de l'Ouest, une monnaie qui fait polémique. Vous avez écrit le livre « La modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA, un modèle budgétaire africain ». Et sur cette question, vous dites, attention, il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs que l'euro, parce que pour vous, l'euro, en vérité, c'est un échec. Oui, en fait, c'est ce que je retrace dans mon livre, que en fait, toute intégration monétaire n'est viable sans une intégration de politiques publiques, en fait, qui s'apparente en fait à un fédéralisme monétaire et financier qui ouvre, susceptible d'ouvrir la voie à un fédéralisme politique et aussi à une perte d'autonomie des États et des collectivités. Donc cela pose la mutation des États nationaux vers les États fédéraux et supranationaux. Donc c'est ce qui existe actuellement. Vous avez une intégration monétaire qui est un fédéralisme financier et cela n'est viable que lorsque nous sommes dans un fédéralisme politique. C'est ce qui existe. Pour vous, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que, par exemple, le CFA puisse bien fonctionner, il fallait aussi qu'il y ait une harmonisation, une convergence des politiques publiques. En fait, par exemple, si je prends le cas de l'euro, il y a ou bien de l'UEMOA, nous sommes dans une zone monétaire commune et avec des politiques différentes. C'est ça le problème. Donc si l'euro est, ne marche pas actuellement, c'est ça la problématique. Vous avez, en fait, comme je l'ai dit dans mon livre, depuis, il faut remonter, depuis le développement du capitalisme,
et avec son corollaire, la construction des espaces politiques, institutionnels, supranationaux d'échange, en fait, qui ont favorisé, en fait, pour corollaire, la délocalisation des prises de pouvoir, économique et financier. Donc, ce qui pose, en fait, la problématique, est-ce que, dans ce contexte, un État peut avoir une politique économique et financière indépendante? C'est le cas de l'Europe. Dans ce contexte, donc, ce qui pose, en fait, que nous sommes face à une crise de modèle où le modèle politique est en déphasage avec le modèle financier. On a la même monnaie, mais on n'a pas les mêmes politiques. Donc, ce n'est pas possible. On est en train de mettre... C'est peut-être ça qui fait aujourd'hui le Brexit. Voilà, c'est ça le problème. Donc, si on part faire les mêmes erreurs, bon, c'est ça le problème des Africains, hein, c'est-à-dire au lieu de tirer les leçons de ce qui se passe en Europe, on part dedans et après on va dire qu'on a échoué. Donc, toute politique financière n'est valable que dans le cadre d'un fédéralisme politique. Et ce que nous voyons par rapport à l'évolution même de l'économie contemporaine, l'espace qui a été créé, c'est des espaces supranationaux et politiques institutionnels d'échange libre. Vous avez l'UE, l'Union européenne, la CEDEAO, la CEMAC, ainsi de suite. Donc tous ces ensembles économiques sont des ensembles des fédérations financières et économiques. Et cela n'est viable que lorsque, c'est-à-dire, c'est le développement du capitalisme. C'est-à-dire, il faut tenir compte que c'est les réalités, c'est le développement du capitalisme qui a permis ces constructions. La vérité, le bon modèle, c'est le modèle américain avec le dollar, avec tous ces États? Non, tous ces États, par exemple, la Chine a sa monnaie avec une seule politique. Les États-Unis ont leur monnaie avec une seule politique. Si vous prenez le Nigeria, c'est un État fédéral avec une seule politique. Mais si on vient dans le cadre de la CEDEAO, par exemple, vous voyez, peut-être que c'est le Nigeria qui va dicter sa loi, c'est clair. Donc, ou bien peut-être avec le deuxième grosse économie qui viendra peut-être entre la Côte d'Ivoire et le ou le Ghana. Donc, nous nous trouvons dans une situation comme l'Europe, où c'est l'Allemagne qui dicte sa loi, et puis bon, dans une certaine mesure, bon, ils associent la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes face... Les populistes, les nationalistes surfent un peu sur cet aspect des choses pour dire que, pour demander purement et simplement aux États de se retirer de l'euro. Je dis qu'en fait, les États, vu dans la mesure où nous sommes en face d'une crise de modèle, et que le modèle en face, c'est-à-dire le politique est en déphasage des réalités politiques. Donc, la meilleure construction face à cette crise de modèle, ce sont les États fédéraux. États supérieurs aux États nationaux et de nationalité. Donc, ce sont les réalités économiques contemporaines qui l'imposent. Autant dit que ça va être difficile pour l'Afrique d'y arriver parce que là, ou alors, ce que vous proposez, c'est que peut-être au niveau de chaque État ait sa monnaie, c'est peut-être plus simple. Je pense que c'est plus simple. La fédération, ça va être véritablement difficile, il ne faut pas se leurrer. Et moi, je pense que cette situation transitoire, que chacun ait sa monnaie. Et maintenant, on pourra essayer de construire. Je dis pour l'Afrique d'abord, c'est la construction politique qui est importante. En fait, c'est le politique, c'est le politique qui détermine l'économie. Donc les gens sont en train de faire le contraire. C'est le politique qui détermine l'économie. Et on est en train de faire le contraire. Donc on part dans la construction politique et maintenant on voit les questions économiques. Mais on est en train de faire les choses à l'envers. C'est ensemble qu'on est plus fort. Peut-être qu'il faut s'entendre sur une feuille de route minimale, une plateforme minimale qui fait en sorte à créer une certaine convergence des politiques publiques. Ce n'est pas possible. Si, par exemple, le Nigeria, par exemple, a d'autres visions par rapport à sa politique économique qui sera différente des autres pays, elle ne peut pas, disons... On dit que pour l'économie africaine, il y a des similitudes. On peut s'entendre sur... Non, ce n'est pas possible. Tu prends une petite économie comme le Burkina. Ne peut pas avoir les mêmes similitudes que la Côte d'Ivoire ou bien le Nigeria, ce n'est pas possible. Donc même nous, c'est-à-dire on sera laissés pour compte dans cette affaire. Donc je pense qu'il faut être prudent, voir l'échec en fait de ce qui est en Europe. Et comme les Africains n'aiment pas réfléchir, chaque fois on fonce sans pouvoir prendre les gants
actuellement, l'Europe, c'est un échec. Le choix, c'est-à-dire l'Europe, je disais dans mon livre, a deux choix. Soit chacun a sa monnaie, ou les vont, c'est-à-dire vont vers un État fédéral. Donc deux choix, ce que j'ai dit. Non, deux choix. Or, l'Europe fédérale n'est pas possible. Parce que nous sommes plus, c'est-à-dire, ce serait plus facile pour nous de construire la CEDEAO politique que les Européens puissent l'Europe fédérale. Parce qu'eux, ils ne se connaissent pas. C'est la guerre qui les a réunis. Et l'Union européenne, disons, leur construction était suite, disons, aux différentes guerres pour pouvoir, en fait, créer cette union. Mais nous, en fait, on nous a balkanisés pour pouvoir, en fait, disons, en fait, pour pouvoir, pour les objectifs de la colonisation. Donc nous sommes plus aptes à faire l'État fédéral que les Européens. Bon, donc eux n'ont que deux choix. Or nous sommes plus simples, entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, il n'y a aucune différence. Plus apte si on était véritablement indépendant, c'est-à-dire si on avait véritablement les coudes franches, parce que non, moi je pense que nos politiques nous sont encore imposées, tous nos modèles économiques. En fait, ça revient en fait à la problématique des leaders africains. Bon, vous avez eu le Kwame Nkrumah avant qui avait pensé le système, et cette génération, en fait, vous m'excusez, en fait, n'a pas, en fait, disons, n'a aucune conscience, en fait, disons, n'a aucun amour, en fait, pour leur patrie. C'est-à-dire, nos intellectuels actuellement, en fait, n'ont pas cet amour-là pour l'Afrique. Donc, si tu n'as pas un amour pour quelque chose, tu ne peux pas aller de l'avant, ni de vision. Donc, c'est ça le problème disons, de cette problématique actuellement, cette génération, en fait, qui a abandonné tout, disons, au profit de ce que vous savez. Bon, l'Afrique, quand on voit l'Afrique, c'est la corruption, c'est la pauvreté, ainsi de suite, des cadres, de l'élite. Donc, tout ce qui est kleptomanie, c'est l'Afrique. Donc, la question, ce sont les leaders africains et actuellement les cadres africains qui ont démissionné et qui ne pensent pas, c'est-à-dire au bien-être, en fait. Sinon, c'est possible. Vous êtes anti-CFA, mais vous ne semblez pas avoir une proposition concrète, réaliste aujourd'hui pour... Non, ma proposition, je suis anti-CFA, mais ma proposition, c'est que chaque État puisse avoir sa monnaie en ce moment. Si on part dans l'éco, ce sera plusieurs politiques et une seule monnaie. Ce n'est pas possible. Vous avez vu le cas de l'euro, c'est un échec. Donc il faut que chaque État a sa monnaie, ça aussi, oui, c'est efficace. Si, c'est efficace. Les autres qui ont leur monnaie fonctionnent très bien. Le Ghana a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie, la Sierra Leone a sa monnaie, la Guinée-Conakry a sa monnaie. Donc il n'y a aucun problème. La Guinée-Conakry, ça fonctionne bien? Bien sûr, ça fonctionne bien. Tous ces pays qui ont leur monnaie, ça fonctionne bien. Bon, regardez dans le monde, il y a combien de pays qui n'ont pas leur monnaie? Nous sommes 8 ou bien 16, hein, c'est tout, hein, dans le monde entier. Bon, donc c'est révélateur. Ça veut dire que la solution transitoire, c'est que chacun puisse avoir sa monnaie. Et sinon, si on part dans l'éco comme ça, là, bon, on aura les mêmes blocages que l'Union européenne a. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas vu des cadres africains écrits sur la question. Donc, sur la question de l'éco, du franc CFA. C'est ça aussi, hein. Bon, tout est alimenté par les réseaux sociaux, bon, des débats de ce genre-là. Bon, donc, ça aussi, lorsqu'il n'y a pas déjà cette réflexion au niveau des économistes africains pour, disons, apporter cet input-là dans la réflexion, on part où? Il ne faut pas se précipiter, justement. Il faut, donc, il faut apporter la réflexion intellectuelle, pas les débats des réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas ça, un débat d'intellectuel. D'accord. Bon, donc, il faut que nous puissions... C'est pourquoi, dans mon livre, j'ai essayé de poser le problème vers quel État? Vers quel État nous devons aller? Dans un contexte de mutation, en fait, du capitalisme et, en fait, de tout ce qui peut entraîner, en fait, comme transformation politique et économique dans notre environnement. D'accord. Des convergences politiques pour aller vers une convergence financière, monétique. Des convergences politiques pour aller vers des convergences
financier. Le politique doit primer l'économie. Et on est en train de faire le contraire. C'est ça. Et c'est là le problème. Et c'est ça le problème. Ça a été le cas donc pour l'Union européenne qui connaît aujourd'hui ses limites avec tous ces débats en Italie, en Angleterre, etc. Donc on n'arrive pas à tirer des leçons des mauvaises exemples. D'accord. Merci, docteur, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Merci également à vous, monsieur Moussatal. Vous êtes juriste, membre du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Vous organisez un panel samedi prochain sur cette question donc, du rapport, lutte contre le terrorisme, respect des droits humains, etc. C'est bien ça. Merci encore d'être passé dans le 7 Info. Merci. Et à samedi donc pour ce panel. Ça marche. Au CBC, c'est bien ça. Oui, à 15h. À 15h. Merci encore. Mesdames, messieurs, ça sera tout pour ce 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.